Petit feu de camp les amis, ce soir on se met bien. On rajoute une bûche pour être dans l'ambiance. Qui a cru que c'était moi? Je m'habille pas comme ça les gars, impossible. Le flow est terrible. Allez hop, ça dégage. Les amis, comment vous allez? J'espère que vous êtes bien installés chez vous, tranquillement posé un petit truc à boire. Vous connaissez, c'est le meilleur pour ce genre de format. Les amis, ce soir, des histoires que vous m'avez envoyées sur l'adresse mail leo@d-influence.com que je vais vous raconter. On va se poser, raconter ça de manière hyper calme. On va pas essayer trop débunk les histoires, on va se faire kiffer. Je donnerai évidemment mon avis à la fin, mais bon, voilà. Je suis pas un physicien, un théoricien. Je suis moi, Léo, et je vais vous donner mon avis comme un pote finalement, après que j'ai lu du coup vos témoignages. Petite précision que je vous laisse ici, n'hésitez pas à m'envoyer si vous voulez que je raconte vos histoires ou venir me raconter sur le format Le Salon des Mystères vos histoires, à m'envoyer vos histoires sur le Google Form que je mettrai en description. Vous mettez vos informations personnelles, votre code de carte bleue, évidemment non, je déconne. Par contre, important, vos histoires que vous avez vécues le plus détaillées possible, si possible. Répétition, pas fan. Peut-être le plus terrifiant des histoires qu'on va lire aujourd'hui, c'est cette dégaine. Je suis en short alors que j'ai un pull. Vous avez été beaucoup à me le reprocher dans les commentaires, dans la vidéo dans la forêt en Suisse. Pardon pour ça. Je suis trop content parce que sur ce genre de format, avant, c'est moi qui sélectionnais les histoires, donc je les connaissais avant de les raconter. Maintenant, c'est plus naturel, mes réactions seront beaucoup plus naturelles. Comme je ne connais pas du tout les histoires, c'est Christian, en fait, mon agent, qui m'a sélectionné les histoires, donc je suis trop content. J'espère qu'elles seront bien, sinon il faut en vouloir à Christian. D'ailleurs, Alfred, et les histoires, s'il te plaît. Merci. Terrible de parler comme ça à une personne, ne parlez pas à vos amis comme ça, pitié. On commence les amis du coup avec la première histoire. Salut, je m'appelle Jade et j'ai 25 ans. Ça fait longtemps que je te suis et je voulais t'informer que j'adore t'écouter durant mon travail. Dédicace à toutes les personnes là qui écoutent cette vidéo pendant que vous êtes au travail. D'ailleurs, vous travaillez dans quoi? Voilà, répondez-moi dans les commentaires, ça me ferait plaisir. Cela m'aide beaucoup à me concentrer, donc merci beaucoup. Génial. Moi, ça fait tout l'inverse perso. Je sais pas si vous arrivez vous à vous concentrer pendant que vous écoutez une histoire. Moi, vraiment, c'est la déconcentration au possible. Mon histoire se déroule il y a 1 an, dans une petite commune proche de Rennes. À cette époque, cela faisait 2 ans que j'étais avec mon compagnon, que l'on va appeler Ryan, pour garder son anonymat. Ryan étant quelqu'un de très autonome, il venait de finir la rénovation de sa maison. Et rendu à ce stade dans notre couple, nous avons décidé d'emménager ensemble en début d'été 2024. Durant l'été, tout se passait plutôt bien, même si malheureusement, cette année-là, nous n'avons pas pu partir en vacances. Dommage. Moi, j'étais occupé à emménager au fur et à mesure des semaines et lui était très pris par son travail car il venait d'ouvrir son entreprise. Au mois d'août, un mercredi soir, nous avons reçu à dîner les grands-parents de Ryan. La soirée se déroulait très bien, nous avons bien mangé et l'ambiance était plutôt bonne. À un moment, le grand-père de Ryan nous a demandé une faveur. Les grands-parents de Ryan partaient en road trip durant 2 semaines la semaine suivante. Et étant les membres de la famille habitant le plus près de chez eux, ils nous ont demandé si cela nous dérangeait de passer chez eux tous les matins et soirs afin de sortir et de rentrer les animaux, leur donner à manger et à boire, puis ouvrir et fermer les volets. Ceci n'étant pas une tâche très dure et de plus demandée par la famille proche, nous avons directement accepté avec plaisir. Petit aparté, pour préciser, les grands-parents de Ryan ont 2 chiens de garde, des dogs allemands et un petit chat. Ce sont des informations qui seront très importantes pour la suite de l'histoire. Le repas se termina donc et les grands-parents de Ryan rentrèrent chez eux. La fin de la semaine arriva et les grands-parents de Ryan vinrent nous déposer les clés pour que nous puissions réaliser nos tâches puis partir en vacances. Pour que tu visualises mieux, je vais t'expliquer approximativement comment est la maison. C'est un énorme terrain avec la maison proche du portail. La maison forme un L et elle est sur 3 étages. Tout le rez-de-chaussée est le garage avec une porte qui donne sur un escalier descendant vers une cave. Au premier étage, c'est de l'habitation. Puis, depuis l'habitation, un escalier mène au 3e étage qui est le grenier. Pour finir, pour accéder à la maison, il y a sur la périphérie du mur un escalier qui amène à la porte d'entrée, située donc au 1er étage. Mais aucun membre de la famille n'accède par là, car tout le monde rentre par la porte du garage, située derrière la maison, pour ensuite monter à l'étage. Je ne sais pas pourquoi, mais ils ont toujours fait comme ça. Alors, je faisais pareil. Je précise cela pour dire que la porte d'entrée située en haut de l'escalier, pour accéder à l'habitation, est donc toujours fermée à clé. Pour commencer la semaine, nous nous sommes organisés simplement. Ryan commençant tôt le boulot, j'étais chargé de me rendre à la maison des grands-parents le matin pour sortir les chiens du garage. Ensuite, je montais à l'étage pour sortir le chat, qui venait toujours me faire la fête, car elle savait que j'allais la libérer. Et Ryan, lui, s'occupait d'y aller le soir pour rentrer les chiens et le chat, leur donner à manger et à boire, puis fermer les volets. La première semaine s'est plutôt bien déroulée.
Nous faisons ce que nous avions à faire et tout se passait pour le mieux. Mais lors de la 2e semaine, je ne m'attendais pas à ce qu'allait se passer. C'était un mardi matin. Je venais de me lever tranquillement. Ryan était lui déjà parti au travail. Il faisait plutôt beau et chaud ce matin-là. Après avoir déjeuné, comme à mon habitude, je pris ma voiture pour me rendre chez les grands-parents de Ryan, qui habitaient à 5 km de chez nous. En arrivant, je me suis aperçu que la porte d'entrée était ouverte. Ceci m'a surprise, car elle était censée toujours rester fermée à clé. Mais je ne me suis pas inquiété tout de suite, car connaissant mon compagnon, un peu tête en l'air, je me suis dit qu'il avait peut-être eu la flemme de faire le tour de la maison la veille, puisqu'il était à l'étard et qu'il faisait nuit, et qu'il avait probablement oublié de fermer la porte à clé, ça peut arriver. Je me suis donc rendu au garage pour sortir les chiens. Comme à mon habitude, à peine la clé insérée dans la serrure, j'entendais normalement les chiens aboyer derrière la porte, et la pousser pour sortir le plus vite possible. Mais cette fois-ci, rien. Trouvant ça bizarre, j'ai alors ouvert la porte et je me suis mise à les appeler, mais sans succès. Je me suis donc mise à les chercher dans le garage, puis je les ai trouvés, assis dans le noir, en train de fixer la porte menant à la cave. J'ai essayé de les sortir, mais ils ne voulaient pas. Ils restaient figés, fixant cette porte. Je me demandais bien ce qui pouvait autant les intriguer derrière cette porte, car cela faisait assez longtemps que la cave était condamnée. Pour cause, les grands-parents de Ryan étaient trop âgés pour y descendre, car l'escalier était petit et étroit, et une fois arrivé en bas, la hauteur sous le plafond ne dépassait pas 1,30 m. Après plusieurs essais, j'ai enfin réussi à sortir les chiens. Je suis donc monté par l'escalier du garage pour me rendre à l'habitation. Une fois la porte ouverte, je fus surpris de ne pas voir le chat, qui d'habitude m'attendait toujours à la porte pour sortir. Après plusieurs tentatives et même en essayant de la soudoyer en secouant le sac de croquettes, sans succès, je me suis dit qu'elle devait sûrement dormir dans une pièce et que je finirais par la trouver en ouvrant les volets. Je me suis donc dirigé vers la porte d'entrée pour la fermer à clé puisqu'elle était entrouverte. La porte n'avait pas été forcée. Je me suis alors rassuré en confirmant ma théorie en arrivant. Je vais donc vers chaque pièce pour ouvrir les volets, mais mon instinct, lui, n'était pas du tout à l'aise. Au fur et à mesure du tour de la maison, je me sentais observé. Plus j'avançais, moins je me sentais bien. Mes pas étaient lourds, je commençais à transpirer et je ne comprenais pas du tout ce qu'il se passait, car ce n'était pas la première fois que je venais dans cette maison. Nous allions souvent chez ses grands-parents, puisqu'ils n'habitaient pas très loin. De plus, nous avions une très bonne relation avec eux. Ils nous recevaient fréquemment à manger, mais je n'avais jamais ressenti ça auparavant dans leur maison. Arrivé presque au bout du couloir, il ne me restait plus que 2 pièces à visiter pour ouvrir les volets. Mais pour y accéder, il fallait passer dans le sas à côté de l'escalier menant au grenier. Et j'en étais incapable. J'étais comme paralysé et mon corps refusait d'avancer. C'était la première fois que je ressentais ça. Et honnêtement, je me souviens encore aujourd'hui du sentiment d'insécurité qui traversait tout mon corps. Mon instinct me criait de m'enfuir. Et malgré le fait qu'il ne s'est rien passé, j'ai pris mes jambes à mon cou et je me suis enfui de la maison tout en prenant soin de fermer la porte du garage. J'ai donc couru jusqu'à ma voiture et je suis rentré chez moi. Sur la route du retour, je ne réalisais pas exactement ce qu'il venait de se passer. Arrivé chez moi, je me suis posé alors dans le canapé et je me suis un peu remis en question. Je me suis senti un petit peu ridicule sur le moment, en me disant que ma réaction était peut-être un petit peu exagérée et que j'avais eu peur pour rien quoi. Mais je ne voulais quand même pas y retourner seul. Je me suis donc dit que j'allais attendre Ryan rentrer du travail le soir pour lui en parler de tout ça. La journée se passe plutôt bien, je fais tout ce dont j'ai à faire, mais le sentiment de mal-être que j'ai ressenti là-bas reste encore dans ma tête. Le soir arriva et Ryan rentra du boulot. Il rentre, pose ses affaires et me dit bonjour, mais sans que quelque chose ne va pas trop. Il venait de rentrer du travail, donc je ne lui en ai pas parlé directement pour bien l'accueillir. Il monte prendre sa douche et descend pour aller chez ses grands-parents ramasser les animaux et fermer les volets. Avant de partir, je l'interpelle en lui disant sur le ton de la rigolade « Eh, n'oublie pas quand même de fermer la porte d'entrée ce soir ». Il se retourne, me regarde d'un air étonné et me dit « Attends, de quelle porte d'entrée tu parles ?» Je lui dis donc « celle de chez tes grands-parents quoi ». Et là, en voyant sa tête, je comprends. Dans mes pensées, il me demande des explications, mais aucun mot ne sort de ma bouche, car je suis en train de réaliser ce qu'il s'est passé ce matin. Ce n'était pas du tout lui qui avait ouvert la porte d'entrée. Alors, si ce n'était pas lui, qui c'était ? Ryan me fait revenir donc à la réalité en me secouant et me demande ce qui se passe. Je lui raconte donc qu'en arrivant ce matin, la porte d'entrée était entrouverte. Et à peine avais-je fini ma phrase qu'il a pris ses clés et a accouru à sa voiture. Sachant qu'il est assez impulsif dans ce genre de situation, j'ai pris la décision de l'accompagner malgré le fait que je ne pouvais pas y retourner. Sur la route, il me demande pourquoi je ne l'ai pas prévenu plus tôt, sachant que la porte d'entrée reste toujours fermée à clé. Je lui ai donc dit que je pensais que c'était lui qui, la veille, était passé par la porte d'entrée et avait oublié de la fermer à clé. Il confirme que non, ce n'était pas du tout lui,
qu'il était bien passé par la porte du garage. À ce moment-là, nous pensons tous les deux à un cambriolage. En arrivant chez ses grands-parents, on descend de la voiture, on fait le tour de la maison pour entrer par la porte du garage. Et arrivé devant celle-ci, nous nous rendons compte que ces 2 chiens et le chat sont devant. Pour Ryan, c'est assez bizarre. Il ne trouve pas du tout ça normal. Mais pour moi, c'est encore plus étrange, car je sais que le matin, je n'avais pas sorti le chat, vu que je ne l'avais pas du tout trouvé. Alors, comment se fait-il qu'il soit dehors? À ce moment-là, je lui demande donc s'il a bien rentré le chat hier soir. Ne voyant pas l'intérêt de la question, surtout dans une situation de suspicion de cambriolage, il me répond que oui, mais qu'on s'en fiche. Je lui explique alors que ce matin, je n'avais pas trouvé le chat et que je ne l'avais donc pas sorti. À ce moment-là, nous comprenons tous les deux que quelque chose de bizarre se passe. Il insère alors la clé dans la serrure de la porte du garage. Mais les chiens ne veulent pas le laisser entrer. Ils aboient sur lui, le pincent et grognent. Ryan a grandi avec ses chiens. Il les connaît depuis qu'ils sont bébés. Les seuls ordres qu'ils écoutent sont ceux du grand-père et de Ryan. Jamais il n'aurait osé le mordre. Mais là, il semblait prêt à tout pour l'empêcher de rentrer. Tout devenait de plus en plus étrange, et la seule solution pour savoir ce qui se passait était d'entrer dans la maison. En rentrant dans le garage, un soulagement se lit sur le visage de Ryan. Pour cause, rien n'a été volé. Tout est encore là. Il se met donc à rigoler. Mais moi, je ne ris pas. Le sentiment de mal-être et d'insécurité revient en moi directement. Voyant que quelque chose ne va pas, il me demande. Et je lui réponds que je sens une présence, que nous ne sommes pas du tout seuls. Étant très cartésien, il me dit « Bon, ne t'en fais pas, tout va bien, rien n'a été volé. Et tu vois bien qu'on est seul dans la maison. Les esprits, ça n'existe pas du tout. » Je me rassure en me disant bon, qu'il a sûrement raison. Cependant, le mal-être continue de me hanter. En avançant un peu plus dans le garage, nous remarquons que rien ne manque. Et je comprends que quelque chose ne va pas quand Ryan se retourne et me dit « Attends, c'est toi qui as enlevé la planche en bois là, de la porte de la cave ?» Étonné, je lui réponds que non. Je n'ai pas du tout touché à cette porte. Il n'y avait pas de planche ce matin. Je me rappelle très bien puisque j'avais retrouvé les chiens assis devant, fixant cette porte. À ce moment-là, son visage change. Il me dit qu'hier soir, quand il est passé, il avait remis la planche qui était un petit peu de travers. Donc, si hier soir elle y était et que ce matin elle n'y était plus, et que ni lui ni moi ne l'avons enlevée, cela veut dire que quelqu'un est venu dans la maison. Mais qui? Terrifié, sûr que quelqu'un est rentré, je décide alors d'appeler la police. Mais au moment de composer le numéro, Ryan prend ma main et me dit d'arrêter. Selon lui, ça ne sert à rien d'appeler tant qu'on n'est pas sûr qu'il y a quelqu'un dans la maison. Et comme il n'y a pas de trace d'effraction, la police ne nous croirait pas. Même si je suis pas tout à fait d'accord, je choisis de l'écouter. Je lui demande alors que faire. Il me dit qu'il va descendre à la cave avec une lampe torche pour voir s'il y trouve quelque chose. Car oui, en plus que la nuit tombe, la cave était condamnée et n'est plus donc alimentée en électricité. Je ne crains pas le noir, mais bon, dans ce moment-là, ne serait-ce qu'un peu de lumière est rassurant. Moi, mon rôle est de rester en haut de l'escalier. Si jamais il crie mon prénom, je dois composer le numéro de la police et m'enfuir. Nous nous mettons donc à chercher une lampe torche dans le garage et finissons par en trouver une. Le moment est venu. Je suis en haut de l'escalier avec le numéro 17 déjà composé sur mon téléphone, prêt à appeler. Ryan descend et disparaît peu à peu dans l'obscurité. Mon cœur bat de plus en plus vite. Au bout de 2 minutes sans réponse, je commence à l'appeler, à lui demander comment ça va. Mais aucune réponse. Je commence à trembler de peur. Je suis terrifié, comme un cri de détresse. Je l'appelle une dernière fois. Et là, il me répond. Il me dit qu'il arrive. La pression alors redescend quand j'entends sa voix. Puis je commence à percevoir la lumière de la lampe qui remonte les escaliers. Une fois en haut et la porte fermée, je lui demande pourquoi il ne me répondait pas. Il me dit qu'il était intrigué car la cave était assez en désordre. Et connaissant ses grands-parents, ce n'est pas du tout leur style d'être bordélique. Je n'ai même pas le temps de lui répondre qu'à cet instant, cet énorme bruit sourd retentit à l'étage. Comme un claquement de porte. Nos regards se croisent. Toutes les fenêtres de l'étage sont fermées. Ça ne peut donc pas être un courant d'air. Et nous sommes censés être seuls. Je crois que je ne l'ai jamais vu devenir aussi sérieux. J'étais paniqué. Il décide alors de monter à l'étage pour voir ce qui s'y passe. Et je décide de le suivre. En y repensant, c'était la pire idée. Nous savions tous les deux ce qui était en train de se passer, mais nos corps refusaient d'accepter la vérité. Comme si cela n'arrivait qu'aux autres. Mais à ce moment-là, je voulais une seule chose. Rester avec lui tellement j'avais peur. Alors sans réfléchir, je l'ai suivi. Nous commençons à monter les marches doucement, le stress présent. Je me crois vraiment dans un film d'horreur. Arrivé en haut, il ouvre la porte très doucement. Il me dit de ne pas faire de bruit et de rester derrière lui. Nous avançons dans le couloir avec des pas très légers en direction du salon. Nous fouillons chaque pièce, allumons les lumières, retournons les meubles, cherchons dans les moindres recoins, mais rien. Il ne reste plus que 2 pièces, une chambre et la salle de bain. Ce sont les 2 pièces où je n'avais pas pu aller ce matin, car il fallait passer par le sas où se trouve l'escalier du grenier. Je recommence à trembler. Le sentiment d'être encore observé revient.
Paralysé, Ryan le remarque et commence à me rassurer. Il me dit qu'il est là et que je n'ai pas à m'inquiéter. Il prend le temps alors de me comprendre et réussit à me convaincre de le suivre, la lumière allumée. La salle de bain et la chambre sont les dernières pièces au bout du couloir, à l'opposé de la porte d'entrée. Il me dit de rester près de lui et que si on trouve quelque chose, nous pourrons nous enfuir par l'entrée. Nous avançons doucement, nous entrons dans la salle de bain, il fouille partout, il ne trouve rien. Je ne suis vraiment pas à l'aise, mon instinct me crie de fuir. Il ne reste plus qu'une pièce, la chambre. Nous y entrons, on fait pareil, mais bon, on n'y trouve encore rien. Soudain, des bruits viennent du sas, des bruits reconnaissables, des pas dans l'escalier du grenier. Cette fois, nous en sommes sûrs, nous ne sommes pas seuls. Ryan se met à courir vers là-bas. Moi, je reste paralysé à la porte de la chambre, regardant le couloir. Je vois 2 silhouettes noires sortir du sas et courir vers la porte d'entrée. La première s'enfuit, mais Ryan se jette sur la seconde. Il tombe au sol et une bagarre éclate. Je suis figé, mais je remarque un objet à côté d'eux. Ryan me crie de ramasser le couteau et d'appeler la police. Je réalise alors le danger et reprends très vite mes esprits. Je cours ramasser le couteau. Au même moment, un cri de douleur retentit dehors. Je ne sais pas ce que c'est, mais ce n'est pas le moment de réfléchir. Je prends le couteau et appelle le 17. Au bout d'1 minute de lutte, Ryan prend le dessus, se relève et me dit « Surveille-le, et s'il se réveille, menace-le avec le couteau. Dis à la police de venir au plus vite. » Puis, il court dehors. L'opératrice au téléphone prend la situation très au sérieux et m'informe qu'une patrouille est proche, qu'elle sera là dans 5 minutes. Sentant que je suis assez paniqué, la voix tremblante, elle décide de rester avec moi au téléphone pour me rassurer. Si, au cas où, cette dame se reconnaît, je voudrais lui adresser un énorme merci, car elle m'a énormément aidé. Merci à elle. Je suis là, debout avec un couteau dans les mains, tremblant de peur, à surveiller un homme que je ne connais pas, si, au cas où, il se réveille. Les minutes semblaient être des heures, et je n'avais aucune nouvelle d'où était Ryan, ni de ce qu'il faisait. Au bout d'environ 10 minutes, j'entends à l'autre bout du couloir « Gendarmerie, où êtes-vous » Je leur indique ma position, puis je vois une lampe torche m'éblouir avec une armée pointée sur moi. Je lève les mains et le policier me prend le couteau des mains, puis me rassure avant de me demander ce qu'il s'est passé. Avec toutes les émotions que j'avais traversées, je n'arrivais pas à parler. Puis, je vois Ryan arriver. Je cours dans ses bras et le serre de toutes mes forces. Suite à la rixe, il saignait un peu, mais il avait l'air d'aller bien. Il me rassure en me disant que ça y est, tout est réglé, et que la gendarmerie est là, et que c'est fini. La pression redescend alors petit à petit, et je lui demande ce qu'il s'est passé dehors, et d'où venait le cri de douleur que j'avais entendu. Il m'explique en fait que la première personne s'était enfuie par la porte d'entrée, et qu'une fois arrivé en bas des escaliers, les 2 chiens avaient sauté dessus et mordu le mollet, d'où le cri. Quand il est arrivé, les chiens tenaient encore l'individu. Il leur a ordonné de lâcher. Après 2 minutes, les gendarmes sont arrivés devant le portail, sont entrés et ont pris la situation en main. Ryan leur a indiqué que j'étais encore dans la maison avec un homme et qu'il fallait entrer. Il devait, lui, attendre l'accord du gendarme pour pouvoir entrer dans la maison. L'homme au sol a repris connaissance petit à petit. Les gendarmes l'ont relevé menotté, puis l'ont emmené dehors en lui demandant de les suivre. Entre-temps, d'autres gendarmes étaient arrivés. En sortant, je vois une femme menottée, assise contre la haie, en train de se faire bander le mollet par une gendarme. Ryan décide à ce moment-là d'appeler ses grands-parents pour les prévenir de la situation et leur demander de rentrer. Ils en avaient pour la nuit et seraient de retour le lendemain matin. On n'avait plus le droit de rentrer dans la maison et les gendarmes nous ont demandé de les suivre jusqu'au poste pour déposer une plainte et faire une déposition. L'homme et la femme ont été embarqués également. On a passé la nuit au poste et au matin levé, on a pu rentrer chez nous, il était 7 heures. On était tous les deux usés et nous sommes partis nous coucher. Le lendemain, les grands-parents de Ryan sont arrivés chez nous pour savoir comment on allait et pour qu'on leur explique aussi ce qui s'était passé. Au fur et à mesure du récit, on apprend que c'est la grand-mère de Ryan qui a laissé la porte d'entrée ouverte, car avant de partir en vacances, elle avait arrosé les plantes disposées sur le palier et avait oublié de fermer la porte à clé. Le samedi, la gendarmerie nous contacte pour nous éclairer sur ce qui s'est passé. On apprend que c'était un couple, un homme sorti de prison il y a 1 mois et une femme sans travail, qui s'étaient incrustés chez les grands-parents. La raison, ils n'avaient pas de domicile fixe et avaient repéré que la maison n'était pas habitée. Au bout d'une semaine d'observation, ils ont alors décidé de passer à l'acte en pleine nuit et de s'introduire dans la maison. Donc finalement, pas obligé de débunker cette histoire, on a littéralement fait le fin mot, c'est génial. Enfin, génial, pas forcément pour les grands-parents, ni même pour l'abonné qui nous raconte ça, parce que c'est littéralement le plus gros trauma, je pense, de sa vie. Ce qui n'a pas été compliqué, puisqu'en faisant le tour, ils se sont aperçus que la porte d'entrée était ouverte. Cela explique donc l'absence de traces d'effraction. Leur but était de changer la serrure et de mettre le compteur à leur nom pour pouvoir y habiter. Ils savaient qu'en faisant ça, avec la loi française, les propriétaires à leur retour n'auraient rien pu faire immédiatement. Mais le mardi matin, quand je suis arrivé pour faire mes tâches, ils ont entendu ma voiture et ont paniqué. La femme est partie se cacher dans le grenier,
et l'homme est descendu dans le garage. En entrant dans celui-ci, il a vu les chiens et a couru se cacher dans la cave. C'est pourquoi les chiens étaient postés devant la porte de la cave quand je suis arrivé. Le chat, lui, avait pris peur et était parti se cacher. Quand je suis monté à l'étage, la femme était encore dans le grenier. C'est pour ça que je me sentais pas seul et que mon instinct me criait de partir. Je ne croyais pas à mon instinct avant. Mais franchement, après tout ça, je ne peux vous assurer qu'il est bien réel. Les gendarmes nous ont également informé qu'ils avaient retrouvé des traces d'appels téléphoniques depuis le fixe des grands-parents. Le premier appel était destiné à un serrurier qui devait venir changer la serrure le surlendemain. What the fuck? Le deuxième était estimé à une agence d'électricité pour reprendre le compteur à zéro. Oh, les petits... Oh, mec, c'est horrible. Le vice de ces personnes est tellement énorme. Après, en soi, on peut, entre guillemets, pas tolérer leur action, mais les comprendre. Oui, dans le sens où ils avaient plus rien et c'était, je pense, en fait, peut-être le seul moyen pour eux de s'en sortir, quoi, dans leur vie. Donc, c'est triste en même temps, mais en même temps, tu ne fais pas ça, quoi. Tu vas avoir des aides ou si des associations pour essayer de t'aider et te reloger. Mais ouais, sinon, c'est compliqué. L'affaire est complexe. Mais par contre, tu ne fais pas ça. Tu ne t'introduis pas chez des personnes. De violer l'intimité comme ça des personnes, c'est le pire truc, je pense. Surtout de pauvres personnes âgées qui allaient du coup se retrouver, eux, à la rue. C'est une blague, les mecs. Waouh! Le soir, quand je suis arrivé avec mon compagnon, ils n'ont pas entendu la voiture. Pendant que nous étions dans le garage, ils étaient en haut, assis sur le canapé. C'est quand j'ai paniqué parce que Ryan ne me répondait pas et que j'ai crié son prénom, ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas seuls. Ils se sont précipités pour prendre un couteau dans la cuisine et se cacher dans le grenier. Mais dans la précipitation, ils ont laissé tomber la trappe d'accès plutôt que de la refermer doucement. Et c'est ça, le bruit sourd que nous avons entendu depuis le garage. Dans la trappe, il y a en fait un petit trou pour glisser les doigts et l'ouvrir. Ils nous observaient depuis ce trou et nous ont vus aller dans la chambre. Ça me met des frissons, c'est terrible le fait d'être observé par des inconnus qui sont littéralement dans ta propriété, enfin du moins chez des gens que tu connais, enfin qui sont pas là de base, c'est horrible. Pensant que nous étions les propriétaires, ils se sont dit que c'était le moment de s'enfuir et donc ils ont ouvert la trappe et dévalé les escaliers à toute vitesse pour pouvoir fuir. Voilà, c'était mon histoire que j'ai partagée qui m'a honnêtement beaucoup marqué, mais je n'en garde heureusement pas de séquelles. J'espère qu'elle t'a plu et pourquoi pas que j'aurai la chance de passer dans une de tes vidéos. Évidemment, waouh, ouais, oui, là c'est une certitude que tu passeras dans une de mes vidéos car l'histoire est folle. Merci Christian pour ce choix d'histoire. Enfin, folle, c'est pas tellement le terme, c'est plutôt triste en soi la situation. De une, pour toi qui te laisse un véritable trauma et aussi pour ces personnes qui n'ont pas d'habitation et qui sont sûrement à l'heure actuelle en prison ou pas, je sais pas, peut-être qu'elles ont été relâchées parce que l'infraction est quand même grave. J'allais dire pas grave, elle est très grave honnêtement. Je sais pas du coup ce qu'ils sont devenus ces personnes, est-ce qu'ils ont été mis en prison, relâchés du coup, mais voilà, est-ce qu'ils n'ont pas fait ça du coup à une autre personne, est-ce qu'ils se sont pas introduits dans une autre personne? Au début, très honnêtement, je pensais qu'on allait partir encore sur l'histoire un peu paranormale, un peu énigmatique, où la porte s'ouvre et il y a personne dans la maison, parce que tu faisais que dire qu'il y avait jamais personne dans aucune pièce de la maison quand tu visitais. Donc je me suis dit, ok, on part sur du paranormal, un truc très mystique. Un truc qui n'a pas vraiment d'explication, sauf que là, on a tout en explication. Et je trouve que c'est les pires histoires quand on va dans ton intimité, quand on s'introduit chez toi, je pense que c'est le pire. Imaginez-vous, prenez l'histoire pour vous. Il y a des personnes qui vivent pendant que vous êtes en vacances chez vous, qui ont leur habitude, et quand vous revenez, qui partent vite, mais vous n'avez même pas eu l'info que des gens habitaient littéralement chez vous sans votre consentement. Même j'ai du mal, moi les gars, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font ça, qui échangent de maison pour voir d'autres paysages. Il y a des familles qui font ça, qui échangent leur maison. Mais moi, je trouve ça tellement... Ah, je suis pas à l'aise avec cette idée parce que je me dis quoi, des personnes vont vivre dans notre habitat, notre intimité, ça me met un peu mal à l'aise. Donc voilà. Bah, merci beaucoup pour ton histoire et j'espère qu'elle vous aura plu les amis. N'hésitez pas à me dire vos avis dans les commentaires. En tout cas, elle m'a bien effrayé. On est sur une histoire rationnelle, la quoi paranormale. On va voir ça tout de suite. Merci beaucoup Jade. Coucou Léo, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Laurie et oui, c'est bien mon véritable prénom. Ok Laurie, pas forcément étonnant mais merci de préciser ça. J'ai 24 ans et j'ai une histoire incroyable à te partager ainsi qu'à tes abonnés. Eh bien écoute, on t'écoute. Avant tout, je voulais te dire à quel point j'admire ton travail. Merci infiniment Laurie pour ça et je fais de mon mieux. D'ailleurs, je voulais aussi te dire qu'il y a des Québécoises et des Québécois qui te regardent et qui adorent ton contenu. Eh bien écoutez, je vais peut-être faire une vidéo au Québec. J'aimerais beaucoup. Est-ce qu'il y a des abonnés là du Québec qui me regardent? Et n'hésitez pas à m'envoyer vos histoires sur le formulaire si vous avez vécu des histoires un peu paranormales ou effrayantes. Comme ça, bah, on fait un épisode au Québec et on se régale ensemble. En plus, je rêve les amis de découvrir le Québec et les spécialités un petit peu québécoises. Donc n'hésitez pas à me dire ce que je pourrais découvrir de fou au Québec. Et aussi, pourquoi pas, s'il y a des forêts un petit peu bizarres là-bas ou des lieux un petit peu horrifiques que je pourrais visiter et qui font partie un peu de l'histoire du Québec,
Ça me ferait plaisir d'avoir des petites recos là dans les coms. Pour en revenir à mon histoire, la première, celle par laquelle tout a commencé, est complètement folle. Même moi, je me demande si mon père ne l'a pas inventé. Peut-être l'a-t-il réellement vécu, mais sous forme de rêve. Enfin, sous forme de cauchemar. Tout est possible. Je suis plutôt du genre rationnel, donc je me dis qu'il est aussi envisageable que rien de tout cela ne se soit vraiment produit. En même temps, il avait l'air tellement terrorisé en la racontant, comme s'il revivait chaque instant. Je suis partagé, j'ai envie de le croire, mais je me demande sans cesse si tout cela s'est réellement passé. Quant à la deuxième histoire, elle est 100% authentique. Je n'en reviens toujours pas d'avoir vécu ça. C'est complètement dingue. Et surtout, quand j'ai vu cet homme agir de façon si étrange, ça m'a immédiatement rappelé les événements que mon père m'avait racontés. Cet homme, vous ne tarderez pas à comprendre le rôle qu'il joue dans toute cette histoire, la Maison Bleue. Tout a commencé en 2006, j'avais 5 ans. Mon père venait d'emménager avec sa compagne, Mélanie, et leur bébé, Anne, dans une petite maison bleue, isolée au fin fond du Québec, dans un petit village appelé Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. Ok, très précis. Mes parents étaient séparés depuis que j'avais 3 ans, donc je ne venais qu'un week-end sur 2. Pour être honnête, je ne garde presque aucun souvenir précis de cette époque. Ce que je sais, c'est ce que mon père m'a raconté plus tard. Moi, je garde seulement l'image de cette maison au milieu de nulle part, l'immense terrain, et surtout, ce malaise. Un truc diffus, oppressant, que je ne savais pas trop expliquer à l'époque, mais qui me collait à la peau dès que j'étais là-bas. Et puis, petit à petit, des choses étranges ont commencé à se produire. Des bruits dans les murs, des portes qui claquaient sans raison, le plancher qui craquait la nuit comme si quelqu'un marchait. Mon père et sa compagne se disaient « c'est une vieille maison, bon, ça travaille, ça doit sûrement être ça ». Mais au fond, personne n'était vraiment rassuré. Un soir, mon père a vu la poignée d'une porte, celle d'une pièce qu'on n'utilisait jamais, tourner toute seule. Il a entrouvert, et là, une vague de froid glacial en plein été. Et moi, d'après ce qu'on m'a raconté, je passais mes journées à parler toute seule. Quand mon père m'a demandé à qui je parlais, j'ai répondu très naturellement à ma meilleure amie, Constance. Elle est morte depuis longtemps. Elle aime bien jouer avec moi. Mais surtout, je parlais souvent de sa mère. Je disais qu'elle était là, qu'elle me faisait peur, qu'elle nous fixait sans arrêt, qu'elle s'amusait à nous réveiller, qu'elle restait plantée près de nous, sans jamais bouger, avec ce regard effrayant, comme si elle attendait qu'on fasse un faux pas. Et il y a autre chose que mon père a fini par remarquer. Ma belle-mère, elle aussi, changeait bizarrement. Elle, d'ordinaire si vive, si souriante, avait peu à peu cessé de parler. Elle restait silencieuse, absente. La seule chose qu'elle disait, c'était pour demander pourquoi Anne pleurait. Sinon, elle ne réagissait plus à rien. Comme si les gens qui vivaient dans cette maison changeaient. Comme si la maison leur prenait quelque chose. Puis, il y a eu ce jour où tout a basculé. Je jouais avec Anne dans la fameuse pièce fermée. D'un coup, je me suis figé. J'ai dit que Constance hurlait. Un hurlement déchirant, glaçant. Anne, sans comprendre, s'est mise à pleurer. Mon père et Mélanie ont accouru affolés. Moi, selon ce qu'il m'a raconté, j'ai expliqué « c'est la mère de Constance. Elle a essayé d'attraper Constance. Et quand j'ai voulu aller vers Anne, elle m'a regardé, elle m'a dit « ne t'approche pas ». Après ça, je ne voulais plus rester seul. Je dormais avec Anne. Et puis, il y a eu la nuit. Celle dont mon père parle encore. Je me serais réveillé en pleine nuit, paralysé, le cœur battant à tout rompre, avec l'impression d'un poids énorme sur la poitrine. Dans l'embrasure de la porte, une silhouette noire, immobile. J'aurais pleuré en silence, incapable de bouger, jusqu'à réussir à hurler. Mon père a accouru, a allumé la lumière, et là, plus rien. Quelques jours plus tard, ma grand-mère est venue dormir chez nous pour tenter d'apaiser les choses. Mais cette nuit-là, vers 3 heures du matin, un cri a retenti, venant du sous-sol. Un cri glaçant. Mon père m'a remonté qu'il avait reconnu la voix de sa propre mère. Et ce qu'il a entendu l'a glacé d'effroi. D'abord, une phrase terrifiante. « Maman, ne fais pas ça !» Puis, juste après, comme un appel à l'aide déchirant. « Non, je t'en supplie, ne me fais pas de mal !» Il a dévalé les escaliers, fouillé chaque pièce, mais rien. Et il y est remonté. Ma grand-mère dormait profondément, sans ses appareils auditifs. À ce moment-là, plus personne n'a cherché à comprendre. En pleine nuit, sans réfléchir, ils ont attrapé leurs affaires, m'ont prise dans leurs bras, ainsi qu'Anne, ont réveillé ma grand-mère et ont quitté la maison sans un seul regard en arrière. Peu après, mon père a déménagé. Il a essayé de savoir auprès des autorités locales s'il s'était passé quelque chose dans cette maison. On lui a refusé toute information. Mystère complet. Moi, je n'ai gardé qu'un souvenir, ce malaise, ce sentiment qu'il y avait là-bas quelque chose qui ne nous voulait pas du bien. Peut-être que ce n'était seulement que l'imagination d'une enfant. Ou peut-être pas. Mais c'est cette histoire, ce mystère non résolu qui m'a donné des années plus tard
l'envie de revenir sur les lieux. Parce que j'ai toujours aimé le paranormal, les histoires qu'on ne s'explique pas. Ce que je n'aurais jamais imaginé, c'est que ce retour allait me faire vivre un événement encore plus troublant. 2019, retour à la Maison Bleue. On est le 28 octobre 2019, presque Halloween. Avec mon copain de l'époque, on avait eu cette idée un peu bête, un peu excitante, retourner voir la Maison Bleue de mon enfance. Dans le but de rigoler et de frissonner un peu. Je lui avais raconté l'histoire. Il adorait ce genre de sensations fortes. Moi aussi d'ailleurs. Du moins, c'est ce que je croyais. Je pensais qu'on ferait un petit tour, qu'on rigolerait, qu'on prendrait une photo devant la façade, et basta. Je ne voulais même pas entrer. Juste voir à quoi elle ressemblait aujourd'hui. On est arrivé dans le village en fin de journée, il faisait déjà presque nuit. Saint-Pierre de la Rivière du Sud, c'est tout petit. Des routes de campagne qui serpentent entre les champs, des fermes, des rangées d'arbres dénudés à cette époque de l'année. On a roulé longtemps, trop longtemps. On passait et repassait sur un petit pont en bois. L'air devenait de plus en plus froid. La nuit tombait complètement. Rien à faire. Impossible de retrouver l'adresse. Je commençais à perdre patience. J'ai rappelé mon père, encore et encore, et puis enfin, il a décroché. Sa voix était lasse, presque agacée. « Pourquoi tu veux y retourner ?» J'ai insisté, j'ai supplié, jusqu'à ce qu'il me donne l'adresse. On rentre ça dans le GPS, il affiche 1 minute. Je sens mon ventre se nouer. Quand on tourne dans la dernière allée, je la vois. La maison est là, exactement comme dans mes souvenirs. Le volet bleu, écaillé, penché. Le jardin envahi d'herbes folles, les arbres tordus par le vent. Et surtout, les lumières allumées. Je reste figé. Je croyais qu'elle serait abandonnée, en ruine, peut-être même rasée. Mais non, quelqu'un habite encore là. Et c'est à ce moment-là que je vois un homme derrière la fenêtre de la cuisine. Grand, maigre, silhouette à peine éclairée par la lumière blafarde. Il est immobile, raide, et il nous regarde. Fixement. 2 minutes, peut-être plus. Je sens mon cœur accélérer. Mon copain essaie de plaisanter. « Bon, on regarde vite et on dégage, hein !» Mais sa voix a perdu son assurance. Puis, sans prévenir, l'homme détourne la tête. Il disparaît de la fenêtre. Quelques secondes plus tard, on l'aperçoit dehors en train de tourner en rond. Il marche sans but apparemment, fait des allers-retours, rentre, ressort. Quelque chose cloche. Je murmure presque sans voix. « On s'en va maintenant ?»« Ouais, répond mon copain, les mains déjà sur le volant. Il remet la clé en contact, on s'apprête à faire demi-tour, et c'est là qu'une petite voiture passe doucement à côté de nous. À l'intérieur, 2 gars. Je me souviens de leur visage, je n'oublierai jamais. Des sourires en coin, froids, pas vraiment des sourires en fait. Le genre de regard qui te traverse, qui littéralement te déshabille en fait. Il roule lentement, comme pour bien nous observer. Puis il file. On pousse un soupir de soulagement. « Putain, t'as vu leur tête ?» murmure mon copain. Je hoche la tête, incapable de répondre. Sauf qu'au bout de la route, ils font demi-tour et se dirigent vers nous. Je chuchote, la voix étranglée. « Départ, vite !»« J'y vais !» souffle-t-il. On roule, sans plan, sans direction. Le GPS recalculait encore l'itinéraire. Dans la voiture, c'était le silence tendu, entre nos respirations courtes et le grondement du moteur. Je fixais l'écran, les mains moites. Prions pour qu'il nous indique quoi faire. « Bordel, il est où ce GPS ?» s'énerve mon copain à mi-voix. « Allez !» Je murmure entre mes dents. Et là, enfin, l'écran s'allume. « Tournez à droite !» Je crie presque hystérique. « Tourne à droite, maintenant !» « Ok !» crache-t-il en braquant. Les pneus crissent et c'est à ce moment précis que le pick-up surgit. Immense, sombre, lancé à pleine vitesse. Il nous dépasse brutalement, puis se cale devant nous pour nous bloquer. Derrière, la petite voiture s'accroche. Pare-choc contre pare-choc. On est coincé. Putain, souffle mon copain. Et là, je la vois. À l'arrière du pick-up, sous une bâche. Des formes dissimulées. Des pelles. J'imagine des haches, des cordes. Des trucs pour attacher, séquestrer, faire disparaître. Non. Je répète, le cœur prêt à exploser. Soudain, on remarque, les lumières du pick-up s'éteignent. Ils vont descendre, chuchote mon copain, les yeux écarquillés. Sans réfléchir, il donne un coup de volant. Il force le passage par un espace étroit, frôle le bas-côté et passe tout juste. Tiens, grogne-t-il. Il nous sort de là à l'adrénaline pure. Une fois dégagé, il écrase l'accélérateur, on roule à fond, un feu rouge au loin. Non, continue, brûle! Je hurle. Je le fais, serre-toi! Il brûle le feu, eux aussi. Je saisis mon téléphone, mais tremblante, je compose le numéro d'urgence. Service d'urgence, bonjour. Quelle est votre urgence? Je lui déballe tout, essoufflé, paniqué. Il y a 2 voitures, ils nous poursuivent, ils nous tapent, il y a un pick-up à côté, une petite voiture derrière, ils veulent nous coincer. On est sur l'autoroute 20, on vient de dépasser la sortie 205, on roule à fond, aidez-nous. Madame, respirez, calmez-vous. Où êtes-vous exactement? Autoroute 20, sortie 205 dépassée. Mais ils sont là, ils nous serrent, ils nous tapent. Mon copain conduit.
Il peut pas s'arrêter. Je tiens à préciser que je ne me rappelle plus du numéro de la sortie, donc j'en ai choisi un au hasard, mais je me souviens bien de l'autoroute, ça oui. Mon copain crie entre ses dents. Tiens-toi putain, tiens-toi. L'opératrice, toujours calme. Passez-moi votre compagnon. Il peut pas, il conduit, il essaie de nous sortir de là. D'accord, je reste avec vous. Écoutez-moi, prenez la sortie 203. La police vous attend là-bas. Respirez, vous allez y arriver. Je hurle. Tourne par là, c'est la mauvaise sortie. Mais mon copain avait un plan. Il met son clignotant, fait mine de bifurquer, puis au dernier moment redresse brutalement. Une feinte, une initiative qui nous sauve la vie. Coup de volant sec. Derrière, chaos. Les deux voitures sont surprises, ralenties, coincées par d'autres véhicules. On les distance quand on arrive à la station. On est en état de choc. Trempé de sueur, les jambes molles, la voix cassée, mais les policiers ne croient pas. Vous êtes sûr que ce n'est pas une course? Des jeunes qui s'amusaient? Je bouillonne. Vous croyez qu'on appelle la police pour une course? On était en danger. Pire, ils refusent de nous raccompagner. On doit reprendre la route seule 10 minutes plus tard. Encore tremblant. On décide de ne pas reprendre évidemment l'autoroute, trop peur qu'ils s'y trouvent déjà à nous attendre. On prend alors des petites routes, les chemins de campagne, plus longs, plus lents. Tout le long, je scrute les rétroviseurs, le cœur battant, à l'affût du moindre phare qui apparaît derrière nous, du moindre faisceau éblouissant. On roule ainsi pendant 1h15. On arrive enfin à l'appartement. Un soulagement immense nous envahit. Tellement terrorisé, je supplie mon copain. Garde l'avant de la voiture, face à la rue. Cache la plaque, s'il te plaît, au cas où ils l'ont noté. J'étais irrationnel de peur, incapable de réfléchir normalement. Les jours suivants, impossible de monter en voiture sans avoir le cœur qui s'emballe, les mains moites, l'estomac noué. Des mois plus tard, encore des crises de panique. Et à ce jour, je ne sais toujours pas si tout cela était lié à des phénomènes paranormaux, si la maison exerçait une influence néfaste sur l'esprit, au point de pousser les gens à la folie et à halluciner des choses extraordinaires. Une chose est certaine, l'homme que j'ai vu dans cette maison ne semblait pas maître de lui-même. Il paraissait complètement désorienté, et j'ignore encore pourquoi. Est-ce que cela pourrait avoir un rapport avec ce que ma famille et moi avons vécu, ou bien était simplement lié à une maladie mentale dont il souffrait? Et le fait qu'on se soit trouvé là au même moment que d'autres individus inquiétants ne serait qu'une malheureuse coïncidence? C'est vrai que c'est très particulier parce que là du coup on mélange le paranormal et en même temps une histoire vraiment réelle de kidnapping ou enfin on sait pas du tout ce qu'ils voulaient faire mais bon c'est très bizarre. Peut-être est-ce une exagération de ma part mais j'ai réellement eu le sentiment que mon compagnon et moi n'en sortirons pas vivants. Je ne sais pas ce qui était caché à l'arrière du pick-up et je crois sincèrement ne jamais vouloir le découvrir car cela risquerait de raviver de vieux souvenirs traumatiques et de confirmer mes pires craintes. Une chose est sûre, je remercie le ciel d'être encore en vie et s'il vous plaît, à vous qui me lisez, ne soyez pas naïfs ni insouciants. Le monde extérieur peut être assez dangereux, croyez-moi. Depuis cet événement, je sais que je ne pourrai plus jamais refaire ce que j'ai fait ce jour-là. Les sorties nocturnes pour enquêter sur le paranormal, c'est terminé pour moi. Et on comprend. Aujourd'hui, je peux raconter cette histoire, mais si je devais dire une seule chose, ce serait celle-ci. Avant de chercher le frisson, avant de jouer avec l'inconnu, demandez-vous si vous êtes prêt à en assumer les conséquences. La curiosité peut être grisante parfois, mais aussi, parfois, elle peut surtout vous mettre en danger. Bravo Christian pour les histoires, elles sont vraiment très cool. J'adore là ce qui se passe, vraiment. Bah écoute, pas tellement d'avis sur cette histoire, si ce n'est qu'elle est effrayante et qu'on mélange deux univers que j'adore, le paranormal et les histoires rationnelles un peu de mecs flippants. Est-ce qu'on est sur une coïncidence? Honnêtement, je pense, mais que te voulait-il? C'est ça le mystère en fait de l'histoire. Que faisaient ces personnes devant chez toi et te suivre comme ça? C'est très bizarre. Ou alors, est-ce qu'ils voulaient te prévenir de quelque chose? Bah, on le saura jamais, mais c'est hyper frustrant qu'on n'ait pas de fin à cette histoire. Le fait que ton père, qui soit hyper rationnel de base, commence à croire au paranormal petit à petit parce qu'il va vivre lui des choses, j'ai pas d'explication. Honnêtement, j'adore avoir vos avis dans les commentaires. Je sais que vous aimez beaucoup quand je vous pose la question et je sais que vous êtes beaucoup à répondre à ça, donc n'hésitez pas les amis vraiment à me dire votre avis sur cette histoire. En tout cas, j'en ai pas tellement, si ce n'est que bon, ça me laisse un amer goût de peur finalement. Tout simplement. Salut Léo, je voulais te partager une expérience qui m'est arrivée quand j'étais plus jeune et qui m'a marqué à vie. Comme tu parles souvent de phénomènes paranormaux sur ta chaîne, je me suis dit que mon témoignage pourrait peut-être t'intéresser. Eh bien écoute, évidemment, et on va lire maintenant. À l'époque, j'étais en classe de 5e, j'avais 11-12 ans. Aujourd'hui, j'en ai 26. J'aimais déjà tout ce qui touchait au paranormal, ça m'attirait, mais sans y croire vraiment. Pour moi, ça restait de l'ordre du mystère, de l'imaginaire, quelque chose de fascinant mais pas forcément réel. J'adore ces témoignages où au début on commence avec une personne rationnelle, parce que là du coup, ce qui va lui arriver va lui prouver que le paranormal est peut-être quelque chose qui est réel. Enfin bref, pas pour tout le monde, mais en tout cas pour elle, je pense que là du coup, vu comment elle raconte, ça va paraître de plus en plus réel je pense. Pourtant, ce que j'ai vécu un soir précis a totalement changé ma façon de voir les choses. Je me souviens parfaitement de cette soirée, parce que j'étais déjà assez grand pour comprendre ce que je voyais. Je n'étais pas dans un rêve ni à moitié endormi. J'étais lucide, éveillé,
Et j'ai toujours gardé cette certitude en tête. C'était un soir de semaine, j'avais cours le lendemain. Je partageais alors ma chambre avec ma petite sœur. Son lit était collé au mur de droite, le mien de l'autre côté de la pièce. Entre nous, il y avait une télévision. J'aimais bien m'endormir avec la télé allumée. Ça m'apaisait un peu, même si j'avais déjà beaucoup de mal à trouver le sommeil. Comme souvent, je me retournais sans cesse, incapable de fermer l'œil. À un moment, je me suis tourné vers le mur, puis de nouveau vers ma sœur et le reste de la chambre. Et c'est là que c'est arrivé. Dans la faible lumière projetée par la télé, j'ai vu 2 silhouettes. La première était une femme. Elle portait un long voile et tenait une bougie à la main. Juste derrière elle se tenait un homme. Il portait un long manteau et un grand chapeau en haute forme, un peu comme ceux qu'on associe à Sherlock Holmes. Les deux avançaient lentement, côte à côte, le long du lit de ma petite sœur. Il était blanchâtre, presque translucide, comme des fantômes, mais je pouvais vraiment percevoir leurs traits. Il n'émettait aucun bruit, aucun son, et semblait flotter, puisqu'il ne marchait pas vraiment. J'étais figé, incapable de détourner le regard. Puis, d'un seul mouvement, ils sont entrés dans le mur et ont disparu. À ce moment-là, j'ai bondi de mon lit, paniqué. Je suis alors allé réveiller ma mère pour lui raconter ce que je venais de voir. Et là, énervé que je la réveille, elle m'a juste demandé d'aller me recoucher. Mais moi, je savais très bien ce que j'avais vu. Depuis, je n'ai plus jamais revu de silhouette comme celle-ci. Cette expérience m'a convaincu que quelque chose existait bel et bien. Voilà pourquoi aujourd'hui, je crois profondément au paranormal. Cet épisode est resté gravé dans ma mémoire et je suis persuadé que ce n'était ni un rêve, ni une illusion, mais une véritable rencontre avec quelque chose d'inexplicable. J'ai par la suite, dans cette même maison, en plein après-midi, entendu quelqu'un m'appeler par mon prénom. C'était une voix plutôt féminine qui provenait du salon. Je suis donc parti voir ma mère, qui était assise sur le canapé, pour lui demander pourquoi elle m'avait appelé. Elle m'a regardé un peu étonnée, en me disant qu'elle n'avait même pas parlé. Ma petite sœur avait également à l'époque fait des crises de somnambulisme. Il est arrivé plusieurs fois qu'en pleine nuit, elle se réveille dans un état second, en nous criant dessus, et en disant qu'elle voyait des gens dans la maison, tout en étant apeurée. Ah, du coup, finalement, peut-être pas une coïncidence ou une illusion de ta part, du coup. Si ta sœur, du coup, confirme ça, c'est très bizarre. Depuis, nous avons grandi et nos parents ont déménagé. Je n'ai plus jamais eu d'autre expérience de ce genre. Merci de m'avoir lu. J'espère que mon histoire pourra trouver un écho dans ton contenu. À bientôt, Théo. Et bien, Théo, évidemment, qu'elle trouve un écho. Et du coup, je me dis, ces 2 silhouettes, du coup, peut-être que tu as vu, est-ce que ce ne serait pas des personnes qui sont restées collées, agrippées au lieu, leur entité du moins, leurs âmes. Et tu m'as précisé aussi qu'il ressemblait, ce chapeau, comme dans Sherlock Holmes. Donc, est-ce que ces entités ne viendraient pas d'une autre époque et seraient encore là dans les lieux et n'arriveraient pas finalement à rejoindre la fameuse lumière dont on parle dans les histoires paranormales? Très flippant aussi que de base, Théo, tu es un gars complètement rationnel qui ne croit pas du tout à ça. Ça prouve un petit peu que tu fais pas le truc, tu pars pas directement dans le discours très cliché de la hantise de la maison en mode je suis très connecté de base au paranormal. Non, là, tu es hyper rationnel dès le début et tu vis des trucs, donc c'est ce qui te fait croire après au paranormal. Donc j'aime beaucoup cette façon d'amener l'histoire de 1, mais aussi cette approche qui est, je trouve, beaucoup plus sincère et naturelle. Tu te dis pas directement clairvoyant ou sorcier, donc déjà ça, je trouve ça génial. En tout cas, histoire très bizarre. Merci beaucoup Théo pour m'avoir partagé ton histoire et toutes les personnes qui sont passées dans cette vidéo. J'espère que vous aurez apprécié écouter ces petites histoires. J'imagine que des gens sont en train de dormir, possible. Il y a peut-être 80% des personnes là qui sont en train de dormir devant la vidéo et qui n'écoutent du coup plus cette vidéo. En tout cas, merci aux 80% des personnes qui sont encore en train de regarder cette vidéo. Moi, je vais bientôt aller dormir. Le feu va bientôt s'éteindre d'ailleurs. Ouais, là, il est en fin de vie, le frérot. Nous, on se laisse. On se retrouve prochainement pour une nouvelle compilation d'abonnés. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à m'envoyer dans le formulaire vos histoires, à remplir vos informations. Évidemment, n'hésitez pas à mettre votre adresse comme ça. On viendra chez vous. Non, ne faites pas ça. Si un mec vous demande ça, fuyez. Pitié. Je voulais vous remercier les amis pour être de plus en plus nombreux à m'envoyer vos histoires. On a des histoires de plus en plus intéressantes parce que forcément les vidéos commencent à avoir leur petite communauté et du coup on a de plus en plus d'histoires qui proviennent un petit peu partout dans la France. C'est génial. Je vous remercie pour ça. On se dit nous à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Léo. Bonne nuit et je vous dis à plus. I'm surrounded by enemies. Okay. At least we're very close. Yeah, once we're in the ship, I'll get food. Gosh, heck. It's a little sloop, okay? Ship happens. Let's food. Okay. I think we'll need to start the boarding thing again. Helm's yours, Captain. Okay.
How did we lose this? I don't care for this. Yeah, Aouyar. Maybe I should jump first? I have no healing potions. I'm fucked. I am so fucked. It's okay. It's okay. Oh yeah. I'm out of stamina. God, they just keep on coming. They just keep on coming. It's okay. It's okay. Holy heck! Jesus! They're shooting me! Hold on. I need to heal. Okay, we need to kill a few more. Do my guys respawn as well or only theirs? Can I craft anything for my ship?